9h, 10h, c'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. Bonjour, bon week-end. Le Rassemblement national va-t-il faire chuter le gouvernement et que se passera-t-il si le budget n'est pas voté par l'Assemblée? On va demander à un spécialiste des arcanes de la Ve République, c'est Didier Mauss. Et puis on a eu la confirmation cette semaine que l'écrivain Boualem Sansal avait bien été arrêté à sa descente d'avion par les autorités algériennes. Je vous propose de réécouter l'interview qu'il m'avait donnée peu de temps avant. Et l'on terminera l'émission avec le professeur Lucotte et le docteur Bornet dans leur livre « Qui a tué Napoléon ?» Ils résolvent, grâce à la génétique, les derniers mystères concernant Napoléon. Est-ce bien lui qui se trouve dans le tombeau des Invalides? De quoi est-il mort? A-t-il été empoisonné? Ils vont même nous révéler la vraie couleur de ses cheveux. Europe 1. Didier Mauss, bonjour. Bonjour. Vous avez présidé la Société d'histoire de la Ve République et l'Association française de droit constitutionnel. Vous êtes énarque, vous avez été professeur à la Sorbonne, maire de Samois-sur-Seine. Vous êtes membre du Parti radical, le plus vieux parti politique français encore en activité. Il date de 1901. Donc dès que nous sommes dans une situation politique inédite, exceptionnelle, compliquée, c'est vers vous que je me tourne. Votre longue expérience de la Ve République permet de remettre les choses à leur place. Or, pour la première fois depuis très longtemps, le gouvernement risque d'être renversé. Le Rassemblement national pourrait voter la motion de censure de la gauche. Marine Le Pen a posé un ultimatum à Michel Barnier. Il a jusqu'à lundi. La Ve République ne nous avait pas habitués à ça. On se croirait de retour sous la 4e. Non, la 5e ne nous avait pas du tout habitués à ça, puisque la 5e République, au moins depuis 1962, fonctionnait sur un système de majorité stable, cohérente, durable, etc. Et donc là, depuis 5 mois, nous sommes perdus. Faut dire les choses comme elles sont. Moi, je suis perdu comme analyste, mais ça, c'est pas très grave. Mais j'ai l'impression qu'un certain nombre d'acteurs politiques le sont aussi, ce qui est beaucoup plus ennuyeux, parce que eux ont des responsabilités. Alors, pour parler un peu sérieusement, c'est vrai que le gouvernement de Michel Barnier est sous la menace du vote d'une motion de censure. Ça serait la 2e sous la Ve République, Georges Pompidou ayant été renversé en octobre 1962. C'est pas la première fois quand même qu'il y a une menace. Je me souviens d'un gouvernement Rocard qui aurait pu être renversé, qui a été sauvé à 3 voix près, mais le contexte politique était complètement différent. Alors qu'est-ce qui va se passer? Très franchement, je n'en sais rien, parce que Madame Le Pen a raison de faire monter la pression. C'est son rôle absolu. On est dans une négociation, on est dans un système où chacun essaye d'abattre ses cartes. Et elle n'est pas au bout encore du parcours. Est-ce qu'à la fin, elle dira je censure ou je ne censure pas? Est-ce qu'elle-même le sait? Je n'en sais rien. Mais on voit que Marine Le Pen a le pouvoir de dire non. Elle n'est pas au pouvoir, donc elle n'a pas le pouvoir de dire oui, on va faire ça, mais elle a le pouvoir de dire non. Et ça, c'est nouveau. C'est pour ça que je faisais allusion à la 4e République. Alors, on a l'impression la 4e République, la situation était tout à fait différente. Si je prends la législature normale, disons, de la 4e République, c'est-à-dire celle qui a été de 1951 à 1956, vous voyez, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme dit la chanson. La situation politique était quand même complètement différente, parce que nous avions un énorme groupe communiste, un groupe important du RPF, à gauche et à droite, et on savait qu'ils étaient hors jeu. Et donc il fallait que tous les centristes, des socialistes aux indépendants, se mettent d'accord pour former un gouvernement. Il n'y avait pas d'autre solution. C'est très différent de la situation d'aujourd'hui, où on a 2 groupes, l'un à l'extrême droite et l'autre en partie à gauche, qui sont inutilisables en termes de majorité. Et c'est ça notre originalité. On le savait d'ailleurs dès le lendemain du 2e tour des élections législatives. Comment faire une majorité aujourd'hui, c'est extraordinairement difficile. Alors la question qui se pose évidemment, c'est est-ce que c'est l'intérêt du Rassemblement national et de Marine Le Pen en particulier de renverser le gouvernement? Écoutez, il faudrait tirer les cartes et essayer de voir ce qu'on peut trouver là-dessus. J'en sais rien. Rationnellement, j'aurais tendance à dire il n'y a pas intérêt. Et pourquoi il n'y a pas intérêt? Parce qu'il n'y aura pas de conséquences. C'est-à-dire, on ne peut pas dissoudre jusqu'en août prochain. Ce qui fait qu'on ne peut pas retourner devant les électeurs pour l'instant. Ça m'étonnerait qu'il y ait une élection présidentielle. Je le vois honnêtement pas du tout M. Macron démissionner. Donc, quels seraient les avantages politiques, de renverser le gouvernement de M. Barnier? Il peut y avoir des avantages populaires.
il peut y avoir des avantages psychologiques, mais en termes purement politiques, ça changerait pas grand-chose. Qu'est-ce qui se passe si M. Barnier est renversé? Bon, il va apporter sa démission à M. Macron, ça il est obligé. Rien n'interdit de le renommer. Bon, immédiatement. Rien n'interdit d'attendre un petit peu et de le charger d'expédier les affaires courantes. On a eu l'expérience l'été dernier. Et qui mettra sa place, j'allais dire, théoriquement, si je prends la théorie pure du régime parlementaire, celle que nous enseignons, qu'on m'a enseignée, que j'ai enseignée. Bon, si un gouvernement est renversé dans un régime parlementaire, on nomme comme chef du gouvernement le leader de la coalition qui a renversé le gouvernement. Mais dans la situation française d'aujourd'hui, c'est qui? Bon, on a deux blocs qui sont totalement antagonistes, totalement incompatibles. C'est pas Madame Castet. Elle représente strictement rien. Elle ne va même pas se présenter à l'élection partielle dans l'Isère. Donc elle n'a aucune légitimité, ni partisane, ni politique. Et c'est pas le Rassemblement national. Bon, j'allais dire, donc, on est dans une situation aparlementaire, d'une certaine manière, puisque on ne peut pas prendre le leader de remplacement pour mettre à la place de celui qui vient d'être renversé. Marine Le Pen l'a dit, elle ne veut pas que les économies de l'État se fassent sur le dos de ses électeurs des classes populaires. Donc, en renversant le gouvernement, elle respecte les souhaits, enfin tels qu'ils figurent dans les sondages, en tout cas, de ses électeurs. Mais en même temps, le risque, c'est de faire tomber un gouvernement quand même très à droite pour qu'il soit remplacé par un autre plus à gauche. C'est ce que disent les Républicains aujourd'hui. Et donc, ça pourrait, si ça provoque une crise politique, c'est le RN qui en sera tenu responsable aux yeux des électeurs des Républicains dont Marine Le Pen a également besoin. Honnêtement, je ne vois pas qui aujourd'hui a intérêt politiquement à court terme à faire tomber le gouvernement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne tombera pas. Parce que la politique, c'est pas uniquement du raisonnement rationnel. C'est un raisonnement aussi qui tient compte des amitiés, des inimitiés, quelquefois de facteurs beaucoup plus personnels. Les relations avec un tel, celui-là je veux pas le voir, et puis bon, ça peut conduire à renverser un gouvernement. Mais Madame Le Pen, objectivement, qu'est-ce qu'elle en tirerait aujourd'hui comme avantage? Bon, s'il y avait des élections dans un mois, je vous dirais oui. Mais on ne les a pas avant septembre prochain. On les a pas. Elle peut provoquer une crise politique qui pousse Emmanuel Macron à démissionner, donc des élections présidentielles avancées, avant même peut-être le 31 mars, où le jugement sera rendu dans l'affaire des assistants du RN au Parlement européen, et où elle risque cette peine d'inéligibilité dont on a beaucoup parlé. Si les élections avaient lieu avant... Ça vaudrait mieux pour elle, mais c'est encore qu'on ne sait pas ce qui va se passer le 31 mars, et même dans le cas d'élections présidentielles anticipées, on va quand même avoir un sacré chaos pendant quelques temps. Bon, là, on rentre dans la période de Noël, donc on peut pas faire de crise tout de suite. Il faudrait début janvier que M. Macron démissionne, que M. Larcher s'installe à l'Élysée, et que le calendrier permette d'organiser l'élection présidentielle, dont le deuxième tour, avant fin mars. C'est un tout petit peu compliqué. Et quant à la gauche, il faut pas oublier qu'elle existe. C'est-à-dire, il y a 193 députés. Qu'est-ce qu'elle a comme intérêt aujourd'hui, à part continuer à faire du bruit et peut-être à aboutir à la crise présidentielle? Moi, je suis convaincu, à la suite de ce que je lis, de ce que j'entends, que le vrai objectif de M. Mélenchon, c'est le départ de M. Macron. Oui, pour la même raison. Ouais. On fait une pause, on se retrouve tout de suite après Didier Mauss. 9h, 10h. C'est arrivé cette semaine sur Europe 1. Europe 1. 9h, 10h. C'est arrivé cette semaine. Frédéric Tadei. Nous sommes toujours avec Didier Mauss. Alors, on a évoqué le cas de la chute du gouvernement, mais attardons-nous maintenant sur l'autre question qu'on s'est posée toute la semaine. Le risque, en cas de censure sur le budget, c'est celui d'un shutdown à la française, a dit Elisabeth Borne, où l'État ne peut plus payer ses fonctionnaires, il n'y a plus de retraite, ni de sécurité sociale, ni d'allocation chômage. Alors, qu'en pensez-vous ? Je crois qu'on va un peu loin là dans la dramatisation, parce qu'en réalité, bon, d'abord il y a la loi de financement de la sécurité sociale et il y a le budget. Et là, les règles juridiques, je ne dis pas uniquement la Constitution, mais les lois organiques prévoient que si on n'arrive pas à voter le budget à temps, on dépose un projet de loi d'urgence ou le 11 décembre ou le 21 décembre, ça nous est déjà arrivé une fois pour la loi de finances de 1980, et on vote les recettes.
et on ouvre les dépenses avec des décrets d'avance, comme l'année précédente. Donc je crois que le risque, si vous voulez, effectivement, d'un blocage complet n'existe pas. Mais c'est pas absurde politiquement de le faire croire. Mais même si on utilisait le budget de l'année dernière, ce serait quand même une sacrée catastrophe vis-à-vis des marchés financiers. Ah bah ça serait une catastrophe, oui. Mais après on fait voter le vrai budget au mois de janvier. J'allais dire, bon, l'essentiel c'est que le 1er janvier, on ait le droit de prélever les impôts. Alors la situation à laquelle personne ne peut répondre, c'est qu'est-ce qui se passerait si même une loi d'urgence, au nom de la continuité de l'État, était rejetée et qu'on ne puisse pas continuer à prélever les impôts le 1er janvier. Là, on n'a pas la réponse, mais on espère que la sagesse politique n'ira pas jusque-là. N'irait pas contre cela. Alors, tous les constitutionnalistes s'affrontent, c'est pas nouveau, hein, ça arrive souvent, vous êtes bien placé pour le savoir, mais pour dire que, par exemple, alors il y en a qui disent le gouvernement démissionnaire de Michel Barnier, expédiant les affaires courantes, par exemple, pourrait mettre en œuvre les dispositions du projet de loi de finances et de loi sur la sécurité sociale par voie d'ordonnance. Et dans ce cas, ce serait au Conseil d'État de trancher. Et s'il y a censure des ordonnances, il y a un risque de shutdown avec un État et une sécurité sociale non financée. Oui, c'est vrai. Mais si vous voulez, quand on regarde les textes, c'est vrai qu'il y a la possibilité de mettre en œuvre, je prends la loi de finances, la mettre en œuvre par ordonnance, à condition que le Parlement ne se soit pas prononcé dans le délai de 70 jours qui court depuis son dépôt. Bon, et le gouvernement a dit officiellement en conférence des présidents à l'Assemblée nationale il y a quelques jours que si on se trouvait dans cette situation pour simplement un délai de 48 heures, il n'utiliserait pas la procédure des ordonnances. Donc, logiquement, on ne devrait pas y avoir recours. Ouais. On dit aussi pour que les budgets de l'année dernière s'appliquent, hein, c'est-à-dire qu'on prenne... il faudrait une loi spéciale qui doit être adoptée par les deux chambres. C'est l'article 45 de la loi de 2001. Et si elle n'est pas votée, et là pas de 49.3 possible, il y a shutdown. Alors, c'est vrai qu'il y a deux lois spéciales possibles, une vers le 10 décembre et une vers le 20 décembre, et qui ne sont pas exactement les mêmes. La dernière étant simplement d'autoriser le prélèvement des impôts et la reconduction à l'identique des dépenses, au moins en début d'année. C'est vrai que si ça c'est rejeté, on ne sait pas ce qui se passe là. Mais, si vous voulez, il y a un principe en France, quand même, c'est la continuité de l'État. Bon, c'est un principe juridique, c'est un principe politique, et c'est un principe dont le président de la République est le gardien. Bon, d'après l'article 5 de la Constitution. Alors, je pense qu'il ferait appel au sérieux des hommes politiques. Bon, on n'imagine quand même pas une majorité de l'Assemblée nationale, quelle qu'elle soit, refuser le prélèvement des impôts. Mais alors, il y a un autre article que pourrait utiliser le président de la République, c'est l'article 16 de la Constitution qui accorde des pouvoirs exceptionnels au président lorsque les institutions de la République sont menacées et que leur fonctionnement est interrompu. Honnêtement, l'article 16 n'est pas fait pour ça. Il n'y a pas de crise telle que la France soit en danger, que les pouvoirs publics ne puissent plus fonctionner. Il y aurait simplement de gros incidents, mais pas une vraie crise. Bon, donc moi je considère qu'aujourd'hui on ne peut pas utiliser l'article 16, mais vous savez, ce qu'on dit un jour est en général démenti le lendemain. Voilà, mais si on ne pouvait plus payer les retraites, payer les allocations chômage, payer les fonctionnaires... Les retraites, il y en a une partie qui sont payées par les systèmes de la sécurité sociale, qui est un système paritaire pour une part. Ce qu'on pourrait plus payer, ce sont les retraites de l'État. Je pense qu'on a quand même de quoi payer pendant 1 mois ou 2, le temps de revoter un budget. Donc, on a bien compris que tout ça, c'est dans la main de Marine Le Pen, qu'elle a tracé une ligne rouge, que Michel Barnier a jusqu'à lundi pour la respecter. À la place de Michel Barnier, vous feriez ce que Marine Le Pen vous demande ou pas ? Écoutez, en tout cas, j'espère qu'il y a entre l'entourage de Michel Barnier et l'entourage de Madame Le Pen des contacts discrets sur la réalité du bluff. Et ça... Comment voulez-vous le savoir ? J'en sais rien aujourd'hui. Mais M. Barnier a quand même déjà reculé. Hein. Il a reculé, mais pas assez, dit-elle. Oui, et elle ne peut pas reculer non plus, puisqu'elle a dit c'est ligne rouge. Il y a un moment où une négociation, ça se termine par
un mauvais accommodement des deux côtés. Il faut que tout le monde, dans ces cas-là, ait l'air d'avoir gagné. C'est pas évident. Il faut pas qu'elle donne l'impression, qu'on lui donne l'impression qu'elle a perdu la face. Ça, c'est absolument évident. Mais il y a déjà eu quand même beaucoup de choses. Regardez, on n'en a pas beaucoup parlé, mais Monsieur Barnier a demandé à Pascal Perrineau de faire un rapport sur une éventuelle proportionnelle. Bon, c'est une des grandes demandes de Madame Le Pen. Je sais pas si elle a raison ou tort sur le fond. Mais on est tranquille pendant 6 mois, le temps que Pascal Perrineau, qui est un garçon qui connaît par cœur et les élections et le monde politique, fasse son rapport. Merci Didier Mauss d'être venu à nouveau nous éclairer dans la mesure du possible. On fait une pause et on va retrouver Boualem Sansal, dont on a beaucoup parlé cette semaine, et je l'avais reçu dans cette émission peu avant sa disparition. Europe 1.